vis-à-vis de l'actualité médiatique, vous avez fait l'objet d'une enquête de l'Express. Ouais. Cette enquête révèle que vous aviez écrit un message il y a à peu près un an où vous disiez ce Covid en privé, ce Covid doit être l'occasion d'émerger. Ouais. Alors, que dire aux personnes qui vous reprochent de surfer sur une vague à des fins personnelles? Rien. J'ai rien à leur dire. Si elles le pensent, c'est bien. Et vous pensez qu'effectivement, je vais leur poser la question différemment. Il fait quoi, le président de la République? Et les types sur les plateaux télé, ils font quoi? Oui, il y a 2 choses. Un, oui, cette crise doit être l'occasion d'émerger, je suis d'accord. Pourquoi? Bah, parce que si vous regardez ce que j'ai écrit il y a 1 an et demi, vous vous apercevrez que si on m'avait écouté, peut-être qu'on n'en serait pas là. Je croirais pas comme ça. Mais moi, je n'étais pas avocat de joueur de foot, j'étais pas effectivement, avocat de star télé, j'étais pas avocat de quoi que ce soit. Je fais de la santé publique depuis 20 ans. Et je dis doit être l'occasion d'émerger. En effet, d'abord, je trouve ça tout à fait singulier parce que ce message, tout le monde l'a oublié, était un message privé à Mathieu Calafiore. Mathieu Calafiore qui est médecin. Et donc là, on pourrait se demander dans quelle mesure il ne trahit pas le secret. Ce type, effectivement, me reproche à moi d'émerger à faire de la crise, alors qu'on l'a entendu sur la première partie de la crise tous les jours sur les plateaux télé. Oui, tu es sur Premièrement. plateau avec bien sûr. Bien. Il est chroniqueur sur Europe 1, ou que sais-je, ou sur je ne sais plus quoi, peu importe. Donc, si vous voulez, je me marre quand un Mathieu Calafiore vient rompre la confidentialité des échanges que nous avons en oubliant le contexte dans lequel ça a été dit, parce que là, on a sorti un propos de son contexte, parce qu'on a oublié toute la partie d'avant, en fait. Mais moi, je m'en fous, les gens pensent ce qu'ils veulent. Ce que je dis, effectivement, pour ma part, c'est qu'en réalité, et c'est ce que je disais à l'Express, euh, qui, quelque part, m'en fait presque grief. Moi, j'ai un niveau de revenu qui doit être un des niveaux de revenus parmi les minoritaires des Français. Je gagne depuis des années. J'ai un cabinet qui tourne, j'ai un cabinet sur Washington, j'ai un cabinet à Rome. On a un cabinet qui a pas émergé à la faveur de la crise, qui a émergé à la faveur des crises. J'y peux rien si ce pays n'a aucune politique de santé publique. J'y peux rien si les soignants, personne ne s'y intéresse et qu'on est les seuls à s'y intéresser quasiment. Bah ouais, j'ai fait ma fortune personnelle, si tant est que le mot soit juste, j'ai fait mon confort de vie personnelle sur mon travail à destination des soignants. Et il s'avère que, pas de bol, ça a flambé en premier dans un pays dans lequel j'ai vécu, dans lequel j'ai un cabinet. Parce que qui se souvient qu'au moment où j'écrivais ces lignes à Mathieu Calafiore, eh bien 2 semaines avant, je disais, je voulais publier dans la presse le fait que ça allait flamber, le fait qu'effectivement on ne gérait pas une crise par le déni, ça tout le monde l'a oublié. Moi, si vous voulez, je vais vous le dire trivialement, mais si vous croyez que j'ai quelque chose à faire de ce que les gens pensent de moi, mais vraiment, mais un point, ils m'aiment pas, bah, ils n'ont qu'à pas m'aimer, je ne leur demande pas de m'aimer, moi, hein. Je m'en fous. Et puis les gens qui n'ont pas envie de me saisir comme avocat parce qu'ils se trouvent que je suis un opportuniste, eh ben, ils n'ont qu'à pas me saisir. Il y a 25 000 avocats à Paris, il y en a effectivement, je ne sais plus combien en France, 35 ou 45 000, ils ont qu'à en saisir un autre, je m'en fous. Il y a des confrères parfaitement brillants, manifestement, qui ont des propositions. Ah oui, non, ils ne sont pas là, c'est vrai. Mais parce que bon, moi je veux bien, on entend moi, mais on entend qui d'autre? Parce que bon, pardon, hein, juste une parenthèse et je la referme. Bien Le sûr, barreau de Paris, pour qui j'ai beaucoup d'estime, le Conseil national des barreaux, je crois même, s'est immédiatement positionné sur la crise afghane en disant attention au droit d'asile, les libertés fondamentales, machin. Le pass sanitaire, tout le monde est piscine. Donc, les violations, si vous voulez, enfin, le problème, nous sommes dans un monde de la bien-pensance, dans laquelle les libertés fondamentales, c'est une discussion de salon. Nous aimons rien de plus que discuter à Sciences Po des libertés fondamentales, mais concrètement, quand vous ne pouvez pas rentrer dans un centre Leclerc pour aller faire vos courses, ça intéresse personne parce que c'est pas noble. Alors que le petit Afghan qui vient en France, ça, c'est noble, c'est beau, c'est magnifique. Et après, c'est moi qu'on vient emmerder sur l'opportunisme. Faut être dingue, hein. Pardon, il faut être dingue. Il faut être dingue quand vous pensez que moi j'ai des mails de personnes âgées tous les jours qui disent mais qui sont complètement désorientées, qui ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent pas aller dans leur pharmacie ou alors effectivement juste faire leurs courses dans un centre Leclerc qui est à 500 mètres de chez elles et à qui on dit vous êtes allé ailleurs. Quand vous avez des gens qui ne comprennent pas pourquoi passe sanitaire c'est trop compliqué, ils veulent aller à l'hôpital, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ont pas. Regardez, un détail. J'ai eu 2 mails hier. Un détail. 2 mails hier. Des personnes de 70-72 ans qui n'ont pas Internet, qui vont toujours à l'hôpital pour prendre le rendez-vous avec son docteur. Bah là, elles ne peuvent plus y aller de manière illégale. Ça intéresse personne. Et pendant ce temps-là, l'Express, ce qui l'intéresse, c'est de dire
qu'effectivement, ah oui, j'ai dit que cette crise devait me faire émerger. Bah ouais, bah j'ai émergé. Et s'il y en avait d'autres, ouais, j'ai émergé. Ouais, j'ai émergé. Bah tant mieux si j'ai émergé. Ou tant pis, je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe que j'ai émergé. Ce que je sais, c'est que ceux qui auraient voulu émerger n'avaient qu'à le faire. Ils n'avaient qu'à le faire. C'est aussi con que ça, finalement. Hein. Mais si vous voulez, à un moment donné, le vrai souci dans cette histoire, c'est que vous avez des gens qui sont privés. Aujourd'hui, moi je suis très inquiet. Vous avez des gens, regardez, un détail, pardon, hein, des enfants qui ont des maladies assez graves et assez rares. Leurs médicaments est fabriqué à l'hôpital. Ils y vont 2 fois par semaine. Les parents ne peuvent plus rentrer à l'hôpital s'ils n'ont pas de passe sanitaire. Bien sûr. Sauf que c'est très compliqué parce que le papa, il va le soir en rentrant, machin, il y a des accords avec l'hôpital qui étaient enfin, la vie, quoi. La vie quotidienne, quoi. Et là, qu'est-ce qu'a dit le directeur de l'hôpital? Vous avez qu'à vous faire vacciner, monsieur. Mais tu te fous de moi, là? Et après, c'est moi. Et après, l'Express s'intéresse à ce que j'ai dit il y a 1 an et demi. Et Mathieu, Est-ce que vous avez... qui est médecin, il n'a rien d'autre à faire que venir balancer les messages privés que nous avons. Il n'a rien d'autre à faire, Mathieu. Franchement, je vais vous dire un truc. Hein. Il n'a pas remonté dans mon estime avec ça. Il était déjà assez bas. Faut bien considérer, Mathieu Calafiore. Mais alors là, on est 20 000 dieux sous les mers. Quoi. Ça prouve bien une chose. Ça prouve bien que ces gens, Mathieu Calafiore, il est médecin. Normalement, il devrait être débordé puisqu'il paraît qu'on a une crise sanitaire sans précédent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps d'envoyer nos trucs à l'Express, d'entretenir l'Express en oubliant le contexte dans lequel ça a été dit. Mais dans quel but? La question, c'est dans quel but? Vous voyez? Voilà. Vous avez pu écrire un droit de réponse, justement, dans l'Express, comme l'autorise le... Mais je m'en fous complètement, dit l'Express. Mais je m'en fous complètement. Il y a des contre-vérités. Certains ont dit qu'ils ne me connaissaient pas. Certains hommes politiques interrogés ont dit qu'ils ne me connaissaient pas ou que peu. Je pourrais balancer, on m'a déjà fait le coup, puisqu'il y a quelques années, j'étais secrétaire national et effectivement, les responsables du parti dont je suis secrétaire national m'ont dit, enfin, on dit à l'IB à l'époque que je n'étais pas secrétaire national. Pas grave. Vous parlez des chrétiens démocrates, du parti chrétien démocrate? Oui, pas grave. J'ai juste effectivement une quinzaine de mails dans lesquels je signe un secrétaire national. J'ai des travaux à la secrétaire national. Pas grave. Pas grave. Si vous voulez, dans cette affaire, il se passe que chacun tire la couverture à lui et il est de bon ton de tirer sur l'ambulance. Je veux dire, c'est tout. Moi, en toute honnêteté, réfléchissons-y 2 minutes. Franchement, je ne comprends pas. Cette crise, je me suis enrichi sur le dos de la crise. Et pourquoi les autres ont pas fait pareil alors? Ah, parce qu'ils ont une morale et moi, j'en ai pas. Ah. Donc, si vous voulez. N'empêche qu'effectivement, c'est pas sur moi que le monde tirait en mars, parce qu'ils disaient que les avocats allaient démarcher les clients quasiment en les ouvrant. Deuxième élément, moi, ma conscience sait ce qu'elle a fait. Et mes clients savent ce qu'ils ont fait. Ce que j'ai fait. Troisième élément, sur le plan politique. Voilà maintenant qu'également, on me reproche mes appointances avec Philippot, avec Florian Philippot. Alors, j'ai aucune appointance avec Florian Philippot, c'est quelqu'un que j'estime sur le plan personnel. Moi, qu'est-ce que je vous dis, si Mélenchon a qu'à m'inviter. Bien sûr. Moi, j'y peux rien. Vous vous rendez compte que, en gros, une étude récente a montré que sur une manifestation de l'ordre de 100 000 personnes, 80, 100 000 personnes, qui est en gros ce qui se passe à Paris, vous avez, et je tiens ça de source sûre, de source officielle, vous avez en gros, sur des renseignements, vous avez en gros 10 à 12% des gens, un peu plus, qui viennent parce que je suis là. Ça, vous voyez, ça prouve qu'il y a un problème. Ça, c'est le signe qu'il y a un problème. Quand quelqu'un comme moi, qui ne suis personne, qui refuse effectivement, et il n'y a qu'à venir à une seule manif pour l'entendre, qu'on m'applaudisse, quand un type comme moi mobilise finalement 10 000 personnes ou 15 000 personnes, c'est le signe qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas ma vocation. La vocation, elle n'est pas celle-là. La vocation de rassembler du monde, c'est celle de l'homme politique. Donc, il n'y a plus de figure. Et parce que les gens voudraient que je me présente à une élection quelconque, en fait. Ce qui n'est absolument pas mon intention. Qu'est-ce que je vais... Non, merci. Et le paradoxe, si vous voulez, c'est que ma cote de popularité, elle vient paradoxalement d'un trait, c'est que je ne fais pas de politique. Moi, qu'est-ce que je fais dans les manifs? Depuis hier, on a décidé un truc. Ben, il y a une tente, on a une association, et il y a des juristes de l'association, et moi j'en fais partie, qui vont donner des conseils pratiques aux gens. Bien sûr. Gratuits. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point
Les gens sont perdus. Mais perdus, je veux dire. Des gens qui sont venus nous voir hier et qui étaient persuadés que pour aller au lycée, il fallait un test PCR. Des gens qui sont venus nous voir, dont l'employeur garage automobile, qui leur impose la vaccination parce que c'est dans la loi. Non, les gens sont paumés. Et qui répond à cette détresse? Absolument personne. Ni les politiques, ni les juristes, ni les médias, ni les médecins. Alors, si on est les seuls à y répondre, si vous pensez, comme on est à peu près les seuls à y répondre, si vous pensez que j'ai quelque chose à foutre d'exercer un droit de réponse auprès de l'Express, Étienne Girard, quelqu'un très bien d'ailleurs, je veux dire, si effectivement il y a ses journées à perdre, d'ailleurs, je trouve ça, juste pour l'anecdote, je trouve ça marrant, hein, l'Express fait une enquête sur moi, mais la met en payant. Ah, elle est en libre accès maintenant, mais peut-être que ça a changé. Elle est en libre accès maintenant, parce qu'on leur a reproché de la faire payer. Ah oui, d'accord. Précisément le reproche qu'ils vous faisaient finalement. Mais... Et notamment, j'étais un des premiers à dire c'est vachement sympa de me critiquer sur effectivement le fait que je gagne de l'argent dans cette crise. Avec une et la réponse d'un journaliste a été exceptionnelle. Il faut bien qu'on paye les enquêtes. Et vous, il Voilà. faut bien qu'on paye vos honoraires si je suis Ouais. la cohérence de ce que vous dites. Voilà. Non, mais si vous voulez regarder, ça me fait marrer cette histoire parce que le sage montre la lune, il regarde le doigt. Je ne sais pas si je suis sage, mais au fond, on s'en fout quelque part. La question, j'ai émergé à la faveur de la crise, à supposer que ça soit vrai. Mais, ouais, et alors, à supposer que ça soit vrai. C'est mal? C'est mal? Je veux dire, Florian Philippot, j'exagère en disant émergé, mais a tiré son épingle du jeu de la crise. Martin Blachier, qui connaissait Martin Blachier? Vous connaissiez Martin Blachier avant vous? Absolument pas. Karine Lacombe, vous savez qui c'était? Absolument pas. N'importe lequel des clampins qui passent leur temps à raconter n'importe quoi à la téloche, personne ne les connaissait. Enfin, c'est quand même dingue de venir jouer les vierges effarouchées, mais bien sûr que chacun pense à tirer un certain profit de la crise. Bien sûr que les crises sont l'occasion de faire émerger des compétences et des gens. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. J'ai une association de malades d'une molécule du cancer qui sont venus nous voir et on va pouvoir leur offrir un truc pro bono, parce que c'est des braves gens qui n'ont pas de fric, on va pouvoir leur offrir des trucs pro bono. C'est génial d'avoir émergé à l'affaire de la crise, parce que du coup, on rend un vrai service à des gens qui ne nous connaissaient pas forcément avant. Maître Divisio, vous êtes l'avocat du professeur Didier Raoult. Quelle est votre réaction quant à l'annonce de son retrait de l'Institut hospitalier universitaire de Marseille? Que la chasse aux sorcières bat son plein, que quand, vous savez, c'est quand une armée perd la guerre, elle devient folle. Il y a une espèce de, de, de tout pour le tout, quoi. Et là, on a une situation où Louis Fouché est concerné, Raoult est concerné, et on apprend que Crémieux, qui a été mis là pour faire le ménage, en fait, eh bien, a des participations dans une société qui développe un antiviral contre le Covid. Ce Covid a rendu tout le monde fou. Il n'y a plus aujourd'hui de place pour le débat. Mais rappelez-vous, ça n'est que la conséquence de ce qu'Emmanuel Macron avait dit en septembre 2020, le débat scientifique est clos. Donc aujourd'hui, le débat scientifique est clos, le débat politique est clos, tout est clos en fait. C'est en cela que nous dénonçons effectivement depuis des semaines maintenant cette idée de tyrannie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous voulez faire taire toutes les voix de la contestation, quand le professeur Raoult, qui s'est quand même démarqué dans cette crise par un pragmatisme à toute épreuve quand même, il a soigné les patients, ne serait-ce que en mettant des anti-inflammatoires ou que sais-je, en mettant de l'oxygène, notamment en mettant effectivement en mettant l'oxygène haut débit, il est venu prendre en charge les patients. Il a dépisté comme personne. Mais à l'époque, dépister était nécessaire, mais on ne le faisait pas. Mais voilà que maintenant, effectivement, ça ne va plus l'être parce que ça va être payant. Nous avons un pouvoir qui est devenu fou et qui entend juste vacciner, vacciner, vacciner. C'est devenu le nouveau dogme, la trinité vaccinale, en fait. C'est tout. Alors, le professeur Didier Raoult avait 69 ans. Est-ce que c'est pas là un âge pour aller prendre sa retraite? Est-ce que c'est pas finalement un retrait qui est tout à fait naturel de l'Institut Alors, de...
Je de trouve ça. l'IHU de Marseille. Moi, je suis complètement d'accord, hein. Moi, je pense que si ça tenait qu'à moi, je partirais à la retraite aujourd'hui. C'est pas moi qui veux dire le contraire, hein. Mais cela étant, il me semblait que dans ce pays, la réforme des retraites était ainsi faite qu'il fallait travailler plus, premièrement. Deuxièmement, il me semblait que nous avions besoin de cerveaux. Nous avions besoin effectivement de gens qui sont les fleurons de l'industrie française, de la médecine française. Et je ne comprends pas. La moyenne d'âge au Sénat, vous pensez qu'elle est réellement de 69 ans? Est-ce que les sénateurs, il ne serait pas temps pour eux de prendre leur retraite plutôt? Tiens, je vous propose de troquer 2 sénateurs contre un Raoult. Parce que Lesquels bon, vous troquez? Lesquels vous les troquez? choisissez, choisissez. Son président en premier, tiens. Gérard Larcher. Gérard Larcher en premier. Lui, hop, bien. Si vous voulez, concrètement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, nous avons aujourd'hui une situation dans laquelle on voit bien qu'il y a une chasse aux sorcières, c'est tout, c'est comme ça. Je veux dire, mais après, est-ce que le principal perdant de cette histoire, c'est Raoult? Franchement, je ne suis pas sûr. Si moi, il m'avait demandé mon avis, je lui aurais dit, mais bien évidemment, prenez votre retraite, envoyez-les tous, tous au diable, tous. Vous avez eu un contact, un échange avec le professeur Raoult depuis cette nouvelle? Non, pas depuis. Non. Alors, Pas depuis. Mais en fait, en toute honnêteté, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer la même chose que Montagnier. Il va aller se vendre à l'étranger. Et on va encore perdre effectivement un fleuron de la médecine française. Mais c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas besoin de gens excellents dans ce pays. On a besoin de gens médiocres. Ils occupent la place. Ils sont nombreux. Je comprends parfaitement qu'on ait besoin de mettre à la tête de l'IHU quelqu'un de médiocre. Il y en a tellement à recaser que vous voulez les mettre où, en fait? Ils ont porté, enfin, excusez-moi, mais en même temps, c'est logique et c'est normal quelque part. Ils ont porté la parole gouvernementale et continuent sans relâche de porter la parole gouvernementale avec une fidélité à toute épreuve. Si ça, c'est pas récompensé, bah alors qu'est-ce qu'il l'est? Mais moi, j'ai un nom, hein, pour la direction du HU. Quelqu'un qui fera très bien l'affaire, c'est Jérôme Salomon. Je suis sûr que Jérôme Salomon ferait très bien l'affaire. Très, très bien. Ou mieux, Karine Lacombe. Elle est jeune, elle est dynamique. Je veux dire, elle raconte, elle n'a effectivement que des propos parfaitement sensés. C'est parfait. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. on sent un peu d'ironie dans vos propos, maître. Oh, aucune ironie. Juste de la moquerie, de la moquerie, du mépris, du vrai mépris, du mépris pour nos gouvernants qui ont décidé finalement qu'on ne sortirait pas de cette crise. Cette crise arrange le politique, elle arrange Emmanuel Macron, elle arrange la République en marche, elle arrange son gouvernement, elle arrange une partie de l'opposition, et dès lors, on joue les prolongations. C'est comme ça. On ne s'en lasse pas de cette crise. Il y aurait 1000 moyens d'en sortir, mais aucun n'est utilisé. Et tous ceux qui proposent des solutions alternatives, eh bien, qui nous posent problème parce qu'on n'est pas capable de les combattre, il faut les faire taire. C'est tout. Alors en parlant de fait de prolongation, puisque c'est le terme que vous employez, demain, il y a la 40e mobilisation pour la liberté. C'est unième. Pardon? 41e. Eh ben, autant pour moi. Hier soir à Saint-Brieuc. Ah ben, autant pour moi. Si on ajoute celle de Saint-Brieuc que vous évoquiez. Et donc, rien que la semaine dernière, c'était 215 000 manifestants dans toute la France. Non. Selon le Figaro. Non. Nous étions 2000. C'est-à-dire? Selon BFM, nous étions 2000. Ah. N'avez-vous donc pas vu ces rues vides? Enfin, monsieur, un peu quand même. Je veux dire, n'avez-vous donc vu ces images sur BFM? Ne seriez-vous en train de me dire que BFM ment? BFM vous a annoncé 2000. Je veux dire, nous étions 2000. À Paris, nous étions 2000. N'avez-vous donc vu ces rues vides? N'avez-vous donc vu, effectivement, ces épiphénomènes de ces gens qui ne pouvaient même pas remplir une place? Non, il n'y avait personne. Et c'est BFM qui l'a dit. Et Dieu sait si BFM sait compter. Son journaliste était là. Il a compté, effectivement, avec ses doigts. 1, 2, 3, 4. On peut lui accorder, parce que c'est pas facile, 1000 de plus, mais tout au plus 3000. Enfin. On sent encore l'ironie dans vos propos. Pas du tout. Donc, de fait, il y a quand même un décalage, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opposition dans le débat parlementaire et il y a une contestation qui est très forte dans la rue. Comment expliquer ce décalage? Je vais vous l'expliquer de manière très simple, c'est que les parlementaires ne représentent plus qu'eux-mêmes. Voilà. Vous venez d'assister à la mort de la démocratie représentative. Vous venez de définir, vous venez, vous venez en une phrase d'enterrer à jamais la démocratie représentative. Les parlementaires ont oublié
qu'ils étaient délégataires de la souveraineté, mais qu'ils n'étaient pas titulaires de la souveraineté. La souveraineté, c'est le peuple qui l'avait. Et donc, quand le peuple a délégué sa souveraineté, eh bien là, il est en train de la reprendre. Parce que vous avez des mandataires qui ont absolument abusé de leur mandat, qui font n'importe quoi, n'importe comment, et qui servent leurs intérêts personnels plutôt que les intérêts du mandant. C'est aussi bête que ça. La souveraineté est populaire, et la souveraineté aujourd'hui, eh ben, concrètement, le peuple la reprend. Et nous avons assisté à la mort et à la faillite de la démocratie représentative au détriment ou au profit, selon le point de vue, de la démocratie directement populaire. Bah ouais. Et pourquoi est-ce que ces gens qu'on voit dans la rue, qui sont nombreux, 250 000 en plein mois d'août, alors qu'on est en pleine canicule, c'est quand même beaucoup. Comment ça se fait qu'on ne les retrouve pas dans les urnes dès qu'il y a l'expression démocratique qui est mise en place? Parce que nous avons une crise de la confiance institutionnelle qui s'aggrave d'année en année et qu'aujourd'hui, pour la présidentielle à venir, je souhaite bien du plaisir, je nous souhaite bien du plaisir quant aux candidats qui vont être au second tour. Au premier tour, il y a toujours une espèce de, voilà, chacun peut voter en fonction de sa sensibilité et c'est important qu'on ait plein de candidats au premier tour, histoire de se donner l'illusion que ça fonctionne, que la démocratie fonctionne. C'est important de se nourrir d'illusions. Mais au second tour, avec un Emmanuel Macron dont vous savez par avance, s'il est présent au second tour, qu'il gagnera l'élection, à quoi bon, je veux dire? À quoi bon? Le système est complètement, si vous voulez, à la ramasse. Nous n'avons plus personne qui représente les intérêts populaires et ça devient un problème, un vrai problème. Nous assistons à une oligarchie avec quelques représentants de privilégiés et c'est tout. Nous sommes en train de vivre le cauchemar, je ne sais pas si le mot est juste, mais de Marx. J'ai des connaissances là dans mon entourage, quelqu'un qui est aide-soignant et qui va porter sa lettre de démission parce qu'il refuse de se faire vacciner. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux le cas d'un candidat à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui a, en plein parcours de candidature, donné sa démission parce qu'il refusait d'être vacciné contre la Covid-19, évidemment. Alors, vous êtes un homme du droit, un homme de loi, puisque vous êtes avocat. Existe-t-il des recours pour ne pas arriver à de telles extrémités? Finalement, qu'est-ce que vous direz à ces gens-là qui ont été, sous la contrainte, obligés de démissionner? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Et ceux qui hésiteraient, est-ce qu'il n'y a pas une solution légale? D'abord, je veux dire, le Conseil d'État, on l'a saisi contre cette obligation, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le Conseil d'État nous fait quelque chose qui montre bien qu'on a basculé. Il fait un coup d'État, là. C'est-à-dire qu'en fait, il refuse de juger. Alors que l'obligation arrive à grands pas, il est en train de jouer la montre. Ça fait 10 jours, 8 jours qu'on l'a saisi, 10 jours, aucune date d'audience, rien. Donc il va statuer, il est en vacances, il va statuer quoi? Fin août? Fin août, il va nous laisser combien de temps pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme? Dire donc, si vous voulez, alors que le temps presse, le Conseil d'État ralentit le pas. Et donc, première chose à dire, c'est de dire, bah, attendez, avant de démissionner ou vous faire vacciner, déjà, attendez de savoir ce que le Conseil d'État va dire et ce que la Cour européenne des droits de l'homme va dire, finalement. Avec un peu de bol, bon. Et puis, entre les deux, voilà, peut-être qu'avec un peu de bol, l'un dans l'autre, tout ça va sauter à la faveur des arrêts qui seront rendus. Et donc, si vous démissionnez, bah, ce sera un peu dommage, parce que finalement, vous aurez démissionné un peu tôt. Il ne sera jamais trop tard pour démissionner après, si vous voulez démissionner. Et puis, voilà, ce que je veux dire, c'est que actuellement, moi, ce que je constate également, c'est que vous avez affaire à des soignants, pour certains en tout cas, qui sont dans une situation psychologique très très dure. Et ces gens-là, il ne faut pas qu'ils retournent travailler, parce qu'il va y avoir un drame, si vous voulez. Moi, je reçois des mails à longueur de journée de gens qui disent je vais pas bien, je vais pas bien, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de machin, je me suis pas à la tête. Ils vont pas bien. Il y a une pression sur eux depuis 1 an et demi qui est absolument épouvantable. Et là, ça a été un peu. À cause de quoi? À cause de qui cette pression? C'est à cause d'un ensemble de choses. C'est déjà une profession qui va pas bien, avec un sous-effectif. Et ensuite, comment je vais vous dire, ce Covid les a mis à mal profondément. Et puis, il y a eu cette espèce de choc à travers cette annonce du 12 juillet, où on avait l'impression qu'effectivement, tout à coup, ils étaient montrés du doigt, que leurs hésitations, on leur a refusé des FFP2. Puis là, on a l'impression que leurs hésitations vaccinales deviennent le symbole de l'égoïsme, qu'à cause d'eux, finalement, la France va mourir. Quoi. La Martinique, c'est quasiment à cause d'eux. C'est assez
c'est hyper dur sur une population fragilisée, si vous voulez. Ce Covid est venu s'installer en premier lieu, si vous voulez, sur le plan social, sur des populations déjà fragiles, soit qu'elles étaient fragiles économiquement, précaires, soit effectivement qu'elles étaient fragiles psychologiquement, comme c'est le cas notamment des soignants. Et donc, quand vous rajoutez un petit peu d'ingrédients là-dedans, vous rajoutez un peu d'huile sur un feu bouillant, bah, ça fait exploser le système. Alors, soit par la révolte sociale, c'est les manifs, soit par la violence, soit effectivement ici par les démissions, par les burn-out, par ce que vous voulez. Moi, ce que je dis aux gens qui vont pas bien, je leur dis, mais démissionnez pas, mettez-vous en arrêt, quoi. Enfin, trouvez un médecin, et voyez votre médecin en tout cas, pour qu'il vous mette en arrêt si vraiment vous n'allez pas bien. Il n'y a pas enfin, il n'y a pas d'urgence non plus, quoi. Vous voyez? Tout à fait. Alors, il y a un autre endroit où la vaccination obligatoire contre la Covid-19 ne fait pas consensus, dans une institution mutique, peu loquace par essence, à savoir les forces armées françaises. Vous évoquiez sur Twitter l'obligation vaccinale pour les militaires. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut servir la France, qui veut défendre l'intégrité du territoire national, en servant les forces armées françaises, est obligé d'être vacciné contre la Covid-19? En théorie, oui, il est obligé d'être vacciné contre le Covid-19. Maintenant, effectivement, ça recoupe la problématique de savoir si cette obligation est vraiment légale. C'est une véritable problématique parce que euh, enfin, c'est le même problème que les soignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'une vaccination obligatoire chez une population qui n'est pas particulièrement exposée, elle n'est pas au contact de personnes fragiles, donc on ne comprend pas très bien, euh, parce que finalement, ce qui justifiait, rappelez-vous, hein, ce qui justifiait l'obligation vaccinale, c'est le fait qu'il fallait protéger les patients. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir, depuis le début du Covid-19, combien de militaires ont été hospitalisés. Vous avez les militaires, c'est généralement des gens jeunes. Il y a eu 0 mort dans les forces armées dû au Covid. Ah 0 ouais, mort. mais même hospitalisés, combien il y en a eu, j'aimerais bien savoir. En fait. Et rappelez-vous l'époque où les gendarmes devaient contrôler les gens sans masque. Donc, si vous voulez, tout ça procède du même esprit. On donne l'impression de faire quelque chose. Parce qu'on n'a rien à faire, alors on donne l'impression de faire quelque chose.